Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle vidéo, pour cette nouvelle critique de la suite de La mémoire dans la peau, c'est-à-dire La mort dans la peau, The Bourne Supremacy, un film sorti en 2004 réalisé par Paul Greengrass. C'est toujours inspiré, très librement bien sûr, des romans de Robert Ludlum. C'est un film avec Matt Damon, Franka Potente, qui a un tout petit rôle, Brian Cox, Julia Stiles et Joan Allen. Il a coûté 75 millions de dollars, il en a rapporté 288. Il dure 1h48, et qu'est-ce qui se passe pendant ces 1h48 ? Plein de choses. Depuis 2 ans, Jason Bourne et son ami Mary Krutz vivent incognito à Goya en Inde. Parallèlement, à Berlin, Pamela Landy, chef d'unité opérationnelle de la CIA, monte une transaction qui lui permettrait d'identifier une taupe responsable du détournement de plusieurs années auparavant de 20 millions de dollars. Un agent russe, agissant pour le compte d'un magnat du pétrole, impliqué dans le détournement de fonds passés, torpille l'opération et s'empare de l'argent de la transaction et laisse sur place des indices incriminant Bourne. Ce même agent est envoyé ensuite à Goa pour éliminer Bourne et boucler ainsi l'opération. Mais repéré par Bourne, il abat Mary à sa place et laisse Jason pour mort. Ce dernier, convaincu que la CIA est à nouveau sur ses traces, entreprend de se venger en revenant en Europe. Ça, c'est les 15 premières minutes. Donc vous voyez, il y a plein de choses qui se passent. Le compte à rebours est lancé. Donc voilà, un synopsis palpitant mais diablement long parce que la situation est bien compliquée. La critique, je vous préviens, sera longue. J'ai beaucoup de choses déjà dites sur le premier volet. Je vous invite à le regarder. Je ne reviendrai pas forcément sur tout concernant par exemple les personnages dans celui-ci. Donc je vous invite vraiment à regarder la première critique. 2 ans se sont passés entre le premier volet et celui-ci. Il n'y avait pas de plan réellement pour faire une suite à La mémoire dans la peau. C'est pour ça que la fin du premier volet était aussi fermée, aussi cloisonnée. Mais il y avait une petite chance pour qu'il y ait une suite. Il voulait faire un truc dans lequel Marie était kidnappée pour forcer Bourne à revenir, enfin une espèce de gros machin. De ce que j'ai lu, c'est ce qui avait prévu dans le roman. Alors, il y a tout de suite une différence avec le livre qui doit être nécessaire selon le producteur Paul L. Zandberg. Une logique bien sûr à adopter puisque le monde a bien changé depuis la publication du roman. L'intrigue est assez lourde, elle nécessite je pense plusieurs visionnages pour bien comprendre les différentes factions Bourne, Landy, les Russes. On va en savoir plus sur Trenstone aussi dans cette histoire avec des montages alternés entre l'enquête de Trenstone de la part de cette femme, Pamela Landy, Pam, pour les intimes bien sûr, et Bourne qui va se préparer à se déplacer dans une épopée, une intrigue dans plusieurs pays. On montre vraiment quelque chose de global, une portée internationale du récit, encore une fois, avec tout ce qui se passe à Berlin, chez les Russes. Bon, ça m'a passé un peu au-dessus, ce qui s'est passé chez les Russes, je dois bien vous dire, mais on place des contrastes. Le deuxième se passe à Moscou et à Berlin, centre de l'espionnage pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et dans le suivant, La vengeance dans la peau, c'est Londres, Madrid, New York qui furent victimes d'attentats. Bourne lui-même se présente comme un citoyen cosmopolite, représentant un peu Monsieur Tout-le-Monde, de par son habilité à s'adapter à toutes les sociétés et à toutes les cultures. Le film par là est le reflet d'une époque dans laquelle il a été fait. Rien à voir avec Bond qui a une approche bien plus glamour, impérialiste et misogyne. Principe d'une répartition de l'action entre des lieux différents symboliques de la vieille Europe. Je trouve ça plus efficace que le premier. C'est à partir de là que ça va être intéressant, car il devient le chasseur, alors qu'avant il était le chassé. L'action va à toute allure, c'est dans la continuité. C'est un film de solitaire, parce qu'on n'a que cette personne, Bourne, qui semble la plus raisonnable. Bourne est une ombre, qu'on essaye nous-mêmes de capter. On oppose l'extérieur, lié à Bourne, à l'intérieur, lié aux organisations. Ça, c'est aussi intéressant. Bourne se déplace tout le temps et les organisations font du surplace, comme elles restent sur place. On termine d'ailleurs sur Bourne, qui se déplace dans une foule. À l'extérieur, il redevient Monsieur Tout-le-Monde. Mais c'est également, je trouve, une surprise, mais qui ne va pas dans le même sens que le premier.
Le premier était plus sur la paranoïa, la peur, le 11 septembre. Le deuxième date de 2004, l'Irak. L'icône américaine va s'excuser des choses affreuses qu'il a réalisées. Et c'est ce qui se passe à la fin du film. Il prend des responsabilités. C'est Bourne qui pointe une arme à une personne devant lui. Cette personne lui dit « C'est ce que tu vas faire, tu vas sauver des vies américaines » en le tuant justement. Mais Bourne répond « Je vois maintenant ce qui m'a amené à faire des choses sous de fausses prétentions. Et maintenant, je comprends et je ne veux plus le faire. » Et c'est complètement ce qu'on a dans le film Green Zone. Complètement. C'est-à-dire que dans Green Zone, qui est aussi fait de Paul Greengrass, avec aussi Matt Damon, nous avons un personnage de Roy Miller qui passe son temps à essayer de chercher des armes de destruction massive pour le gouvernement, mais il ne trouve rien. Alors à un moment, il a l'impression de tourner en rond. Et il y a quelqu'un de la CIA qui vient lui dire qu'en fait, il y a sûrement rien et qu'on crée de fausses prétentions pour faire la guerre. Et il doit le démontrer en plein Bagdad. Donc c'est exactement ça et c'est extrêmement cohérent avec ce qu'essaye de dénoncer le réalisateur. C'est tellement cohérent en fait, c'est tellement agréable de voir que tout est lié. Encore une fois, comme dans beaucoup de films d'espionnage et comme dans les principes des films de Greengrass, on a une apparence et ce qu'il y a derrière. Le fait que les patrons créent de fausses accusations ne veut pas dire, à mon avis, que le gouvernement a organisé le 11 septembre. Mais Green Zone appuie beaucoup plus les arguments pour aller faire la guerre en Irak. La mort dans la peau est un film où il faut avoir vu le précédent. C'est un film aussi où il ne faut pas juste être là à se tourner les pouces. Il faut le regarder et se concentrer. C'est bien pour ça que Greengrass facilite à fond l'immersion, pour ne pas lâcher la main du spectateur. Les personnages ne savent pas trop ce qui se passe, ni même ce qu'est Trent Stone. Le spectateur non plus. Mais comparé aux autres personnages de la fiction, le spectateur, lui, voit tout ce qui se passe dans les différents camps. Et c'est en cela que je trouve cette série de films extrêmement contemporaine. Sur les télécommunications, les flux d'informations, la surveillance et la machine. En un instant, on peut passer à 3 endroits différents dans ces films. Et on comprend ce qui se passe. Et ça, c'est un coup de génie. Je me suis posé la question si c'était un film d'action libérale. En effet, on questionne l'autorité, on échappe à son contrôle. Jason Bourne échappe aux images, aux regards, d'où ce montage et ce tournage en caméra portée et un montage très très serré. Il y a des thématiques lourdes, la critique n'est pas là pour en faire le tour d'horizon, ce serait plutôt une analyse qu'il faudrait faire, mais je tenais quand même à vous signaler la teinte politique du film. Ce qui se passe dans le film n'est pas follement original, mais il est écrit avec application, avec quelques moments de noirceur qui sont à mettre au crédit de Brian Edgeland, donc le scénariste de Assassin, de LA Confidential, de Complot, de The Postman, de Playback, de Mystic River, de Man on Fire aussi, de Tony Scott. C'est quelqu'un qui écrit énormément de scénarios de films noirs, de thrillers, de films policiers, qui n'a pas vu son nom cité au générique, alors que, soi-disant, les meilleures idées viennent de lui. La source en est un podcast de lecture Screenwriters sur le site des BAFTA. Il parle d'une réécriture quelques jours avant de tourner. Paul Greengrass l'avait appelé un peu en catastrophe pour terminer le script. C'est un script où il ne faut pas dormir parce que on va louper des informations. Le résultat est vraiment bluffant, c'est très extrême et agressif dans tous les sens. Le nombre de plans, d'informations dans chacun d'eux est assez affolant. Il y a une efficacité redoutable. On ne nous laisse pas respirer et c'est comme ça que Paul Greengrass fait ses films. On a l'impression que c'est une scène d'action continue jusqu'à un vrai final d'action avec une course-poursuite. Alors que dit notre bon vieux Roger Ebert en ce 23 juillet 2004 à propos du film? Roger Ebert est un critique américain qui a exercé pendant des décennies. Ce mec, je regarde souvent ses critiques et il dit à propos de Jason Bourne qu'il est un peu pris dans une boucle temporelle comme Bond, c'est-à-dire une boucle dans laquelle il répète les mêmes archétypes encore et encore, pas les mêmes archétypes que Bond mais d'autres archétypes. Comme s'il ressemble à des ingrédients
de thriller standard. Mais le mec sait précisément ce qu'il fait. Mais il ne sait pas grand-chose sur ses poursuivants. On va les découvrir dans des intercuts. Mais le film n'a pas de grosses révélations pour créer un impact. On ne se demande pas forcément pourquoi il est coursé, mais est-ce qu'il va s'en sortir ? Hébert reproche à juste titre la mort du couple qu'il a assassiné. Alors il fait la démarche de s'excuser, mais il a tué une dizaine de personnes dans le film. Et là, tout d'un coup, il ne va pas voir les familles pour s'excuser à chaque fois. Donc des fois, le film échappe aux règles qu'il vient de mettre en place. Mais bien sûr, nous le savons, les thrillers n'existent pas dans un monde plausible. C'est une fiction. On parle de réalisme et on devrait parler de vraisemblable et de crédible aux yeux d'un spectateur de fiction. Et Green Glass traite la fiction avec gravité. On parle de série B d'action dans certains sites. Concernant Bourne, je voudrais bien dans ce cas-là savoir ce que c'est pour eux la série A, parce que ne me dites pas que c'est le film de super-héros, hein. Mais là c'est vraiment un traitement à la hauteur du sujet, traitement du personnage. Matt Damon prouve une fois de plus que c'est un vrai héros d'action. Il disait en interview que ce rôle lui a changé la vie. On ne lui avait plus rien offert depuis 6 mois. Il faisait des voix, des trucs de séries et des films que personne n'a vus. Un machin qui s'appelle Sex Trip ou Eurotrip en français, je crois, je sais plus. Vraiment des trucs tout pourris. Et dès que le film est sorti, il y a eu une avalanche de propositions. Si on est dans un hit, on a une carrière. Et celle de Matt Damon est très importante. Soderbergh, Clint Eastwood, Scott, Nolan, George Clooney, Greengrass, ce sont des noms connus et appréciés dans le cinéma à Hollywood. Bourne est vraiment un agent au top. Il incarne presque une sorte de super-héros, puisque on a l'impression que dès qu'il arrive dans un endroit, il sait déjà tout de suite où sont les choses et ce qu'il faut faire. Le mec, il peut transformer n'importe quoi en arme. À un moment dans le film, il se bat avec un magazine et fout une raclée à un mec armé d'un couteau. C'est assez bluffant. Bourne traque des gens, mais d'une façon assez incroyable, grâce aux télécommunications. Il est vraiment balèze. Et on nous fait monter la tension jusqu'à un coup de téléphone. C'est Jason Bourne. Et là, tout d'un coup, on se dit « Ah, c'est Jason Bourne !» Alors qu'on l'avait pendant tout le film. Mais il y a une résonance dans certaines phrases dans le film qui sont assez folles. Quand il y a les gens de la sécurité qui, tout d'un coup, je crois dans le 3e, le voient, ils disent Oh, Jesus Christ, it's Jason Bourne! Et là, tout d'un coup, tu te dis, wow, ça c'est de la réplique, alors que c'est un truc tout con! Mais parce qu'elle a une résonance dans le récit ultra importante. Et justement, ce coup de téléphone où il dit, c'est Jason Bourne, eh bien, ça arrive à la moitié du film. Donc c'est une espèce de revirement où il se dévoile littéralement, alors que pendant tout le film, on cherche à le voir. Il fait le choix de se montrer aux gens. C'est une marque forte, il veut marquer le terrain, il veut marquer les autres pour les surprendre justement, les prendre à revers pendant qu'il est en train de les regarder de l'autre côté d'un bâtiment. C'est vraiment une scène excellente. Il joue à des jeux dangereux, mais selon ses règles, un véritable jeu du chat et de la souris. Beaucoup de personnes ont apprécié le premier Bourne dans sa volonté d'être différent du standard du film d'action, avec un personnage qui utilise son cerveau. La suite, c'est complètement dans la tendance du premier, mais je trouve que ça va plus loin. Marie était un peu son pied-à-terre dans ce monde, eh bien elle a été tuée. Il redevient donc une machine, mais ne va pas fonctionner comme il faut. Quelques éléments du film précédent se retrouvent dans celui-ci, dans la structure même de celui-ci, un anti-héros qui continue à se chercher et qui se retrouve encore une fois la cible de personne. Damon joue un robot qui fait la gueule pendant tout le film. Ce deuxième opus comprend en fait la limite de Bourne. S'il est tout puissant, il ne va pas y avoir de danger. Le Bourne doute de ses capacités. On ressent avec cet épisode-ci beaucoup plus la profondeur du personnage. Il ne poussait pas l'histoire du passé de Bourne très loin justement parce qu'il n'avait pas l'idée de faire 3 films quand le premier était sorti. Matt Damon campe Bourne avec une justesse et beaucoup d'intégrité, il cherche la rédemption. Il s'en va dire à la fin du film la vérité à la fille du couple qui l'a assassiné. Une scène de confession, tout à la fin du film, vraiment je crois que c'est la dernière scène. Le premier se termine aussi sur une confession. Le final, le véritable du film, n'est pas une action finale, mais plus le final émotionnel pour Bourne. Il ne cherche pas à tout supprimer. Ceux qui lui ont fait ça,
Il cherche à supprimer les tueurs qui se mettent en travers de sa quête de lui-même. Ce n'est pas un film de vengeance. Pas vraiment, quand on regarde les actions qui se passent. Plus un film sur les désillusions. Abbott sacrifie les autres, précisément pour sa propre protection. Il veut déshumaniser Bourne pour lui faire faire et dire n'importe quoi. They chasing a ghost, dit-il à lundi. Il tue un mec d'ailleurs qui commençait à mettre en péril son petit plan. Il y a une chose intéressante, c'est la similarité entre Abbott et Bourne. Aucun ne peut affronter son passé. Abbott choisit la manière courte. Après avoir dit qu'il était un patriote, ce qui est quand même un comble pour un homme qui a volé 20 millions au gouvernement pour se les partager avec les Russes, eh bien il choisit de se tirer une balle dans la tête. Bourne, lui, est forcé de s'y confronter à Berlin puis à Moscou. Joan Allen, elle joue Pamela Landy, un personnage auquel je me suis identifié très rapidement. C'est un petit peu comme si c'était la mère de Bourne, symboliquement parlant. Et c'est pas vraiment une mauvaise personne. Pamela Landy devient progressivement une alliée de Bourne, sans le savoir. Et c'est progressif. Elle cherche à le localiser, mais pas forcément à le neutraliser. Elle cherche à connaître la vérité, tout simplement. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce personnage de Landy. Et j'étais très content de la voir dans le 3e volet. C'est une femme forte. Elle ne se laisse franchement pas faire du tout, c'est assez impressionnant. Karl Urban, lui, il a un petit rôle d'agent russe, c'est un anti-Bourne. Aussi volubile que Clive Owen dans le premier film, c'est-à-dire qu'il parle pas du tout. Tout ce beau monde se retrouve sous la tutelle de Paul Greengrass. Remplacement de Liman parce que le mec avait créé des difficultés, Greengrass fut choisi après que les producteurs aient vu son travail sur Bloody Sunday. Sur aussi la suggestion du scénariste, donc Tony Gilroy. Oh yeah. Il fut tourné d'abord en Russie, puis à Berlin, puis à Goa à la fin du film, dans le sens inversé de la chronologie. C'est intéressant d'ailleurs comme façon de procéder, surtout en termes de psychologie pour les acteurs. Mais le plus grand des chamboulements, c'est le changement de style, avec un style beaucoup plus immersif. Dès le début, on a le titre et hop, on est dans l'action, mais direct avec des flashs de mission. On ne sait pas trop où on est. Greengrass est un ancien journaliste, un réalisateur de docu-fiction pour la télé anglaise. Et Bloody Sunday avait une mise en scène très forte. Il a eu l'Ours d'Or à Berlin. Donc on a face à nous quelqu'un qui a une maîtrise de la caméra documentaire et aussi une maîtrise de la narration. L'événement de Bloody Sunday était assez compliqué à mettre en scène. Il fonctionne beaucoup sur un montage alterné entre des forces de l'ordre et les manifestants. La réalisation de Paul Greengrass n'est pas quelconque, car d'une part, il a toujours fait ça, depuis Bloody Sunday, et d'autre part, il y a une véritable science du documentaire qui est ici au service de la fiction. Il a un talent de captation avec le zoom, une utilisation travaillée du zoom, travail qui se fait aussi sur le flou et la netteté. Une chose très compliquée, c'est de trouver un rythme au montage avec tous ces plans qui ont l'air un petit peu désordonnés. J'ai toujours dit que monter de la caméra portée, comme Greengrass le fait, est un des exercices les plus compliqués. Si vous avez bien sûr des plans toujours très propres dans les mouvements, c'est plutôt facile à monter. Il suffit juste de faire attention dans la direction du mouvement. S'il y a un mouvement qui va à droite, il faut que le mouvement suivant fasse un petit peu de même ou soit fixe. Et bien là, étant donné que la caméra elle bouge dans tous les sens, c'est pas facile à ordonner pour que le montage ne brusque pas le spectateur. C'est un montage immersif, c'est un film immersif, il faut que la caméra continue à garder une fluidité. Mais en même temps, il y a quelque chose d'assez fascinant, et c'est ce que je vous avais dit dans la scène du parc du premier. On parle d'agents secrets. Pourquoi le film devrait suivre leurs mouvements avec fluidité ? Non, le film s'accorde à nos yeux, et on arrive à peine à les suivre. C'est pour ça que c'est cohérent, et que c'est même brillant en même temps. Le film, la mise en scène du film s'accorde aux capacités des personnages. Et une des grandes différences avec Greengrass, c'est que Liman, lui, quand sa caméra bouge, elle fait des mouvements de toutes sortes, alors que Greengrass, lui, a une science du zoom très affûtée. Je le trouve clairement, je l'avais dit, plus uni en termes de mise en scène que le premier opus. Et il y a des plans trop esthétiques, quand il désescalade le bâtiment en Suisse, trop propre par rapport à d'autres moments dans le premier film, et bien ici, tout est uniforme dans la caméra portée.
Jason Bourne dans ce film est vraiment implacable cette fois-ci. On a une scène qui est brillante où il est retenu dans une pièce par des policiers et il frappe les gars et le montage nous rend compte de sa rapidité. À peine l'action a-t-elle commencé qu'elle se termine déjà. Et après on enchaîne des gestes avec énormément d'ellipses. Le cinéma de Greengrass fonctionne énormément sur les ellipses, des petites coupes temporelles mais qui doivent créer tout le temps une continuité. C'est très subtil, vous les voyez beaucoup aussi dans son dernier film qui est Captain Phillips. Oliver Wood est le chef-op des 3 films, c'est quelqu'un je pense qui s'est vraiment bien adapté parce que il y a vraiment à mon sens une différence très importante entre la façon de faire des images mais aussi la colorimétrie entre le premier film et le deuxième film. Il y a un vrai changement avec cet épisode, je trouve. C'est plus, avec le deuxième opus, une caméra psychologique qui réagit aux sensations des personnages. Une image moins froide que celle de Liman, peut-être parce qu'il y a moins de séquences avec du mauvais temps et de la neige, je ne sais pas, mais ça joue sur les sensations que j'ai pu avoir, je pense. Le troisième film, par exemple, est beaucoup plus ensoleillé. Il y a une évolution aussi, je pense, dans le choix météorologique pour narrer l'histoire. Ça joue bien sûr sur notre ressenti. C'est une caméra qui a des prises floues, un style faux documentaire, mais ça reste esthétique, particulièrement la nuit. Il travaille sa silhouette, ses réflexes à Bourne, une action en longue focale, une variation d'angle, de point de vue, qui est complètement folle. Une omniscience, comme si le point de vue du divin était la somme de tous les points de vue humains. Ce n'est pas un point de vue du dessus, c'est un point de vue qui adopte tous les points de vue dans ce film. Ce n'est pas, l'homme qui voit tout du ciel, absolument pas. Mais on a une multitude de petits regards qui nous sont présentés. Ce film, c'est la frénésie du regard, la frénésie du point de vue. Très très tôt dans le film. La première scène, ce sont des flashs de regards. C'est du temps passé sur les regards qui n'est pas du temps passé sur des dialogues explicatifs. C'est une caméra également instable. On ne voit pas forcément à chaque fois ce qui se passe. Ça crée de l'adrénaline. Les éléments importants ne sont pas forcément centrés dans le plan. Est-ce que les scènes d'action sont dans ce cas-là illisibles ? Non. Personnellement, la majorité de l'action, moi je l'ai suivie. Il n'y a pas de souci. Les scènes de combat également ne sont pas là pour être filmées comme dans les années 70. Ces scènes dans le film ne sont pas là pour être filmées comme des scènes d'arts martiaux. Le but du film n'est pas de nous rendre compte d'une performance sportive, ce qui est un des buts des films d'arts martiaux. C'est de nous rendre compte d'une performance du corps et d'une performance de quelqu'un qui a pratiqué. Donc on les met en plan large pour qu'on puisse voir l'entièreté de leur corps et les mouvements amples de leur action, de leur art. Eh bien ici ce n'est pas du tout le cas. Donc pourquoi on devrait dans ce cas-là caler une méthode de filmage pour le film d'espionnage? Paul Greengrass en est bien conscient, il est hors de question de faire ce genre de choses. À la place, il fait des plans assez serrés, il y a beaucoup de sensations de malaise parce que on est dans un flux d'images et aussi un flux de foule, il y a beaucoup de monde dans ce film-là, ça donne le tournis presque. On peut regretter qu'il nous donne pas forcément beaucoup d'indices spatials sur l'espace dans lequel on est. Ça bouge, bien sûr, mais ce qui se passe dans le film n'est pas pour représenter forcément quelque chose de beau ou d'artistique. C'est le chaos, c'est la perte de contrôle. Le travail de caméra donne une impression de chaos et une sensation de désorientation qui se rajoute au drame des scènes. Et c'est une sensation de désorientation, bien sûr, du personnage qui n'arrive pas à trouver ses repères. D'autant plus que le film commence avec la mort de son ami. Donc c'est vraiment un personnage qui doit se reformer, comme la caméra doit se restabiliser. Mais elle ne se restabilise jamais. Elle tremble. Et c'est complètement maîtrisé. La scène de confession à la fin, par exemple. Ça tremble, certes, mais c'est calme. Alors, bien sûr, ça énerve. Mais le fait d'avoir une scène complètement posée sur pied aurait posé un petit problème de cohérence par rapport
à tout le reste du film. C'est frustrant si on a été élevé aux images bien propres, bien lisses, et tout d'un coup voir un film en caméra portée, oui ça choque, mais si on a été habitué à voir beaucoup de caméras portées dans le documentaire, dans des films de fiction aussi, parce qu'il n'y a pas que Paul Greengrass qui en fait, eh bien je pense que ce film passe complètement, et c'est le montage qui peut éventuellement poser problème. Mais encore une fois, à part de brefs extraits de quelques secondes, moi j'ai complètement suivi l'action. Et je suis pas un gros fanat de films d'action, j'ai pas tout vu du film d'action. Alors je pense qu'aujourd'hui nous sommes aussi habitués, nous sommes entraînés, nous regardons beaucoup de films. Je pense qu'on peut largement accepter, regarder et comprendre ce que nous voyons quand nous voyons La mort dans la peau, ainsi que La vengeance dans la peau. Je le répéterai, je pense, pour La vengeance dans la peau, mais c'est exactement le même principe. En plus, c'est très compliqué de monter de la caméra portée. Essayez un petit peu, vous allez voir comme c'est compliqué. Et le monteur de Paul Greengrass, qui s'appelle Christopher Rose, c'est un monteur extraordinaire. Le monteur attitré de Greengrass. Je vous rappelle que lors des cérémonies des Oscars, je crois en 2014, donc qui récompensait les films de 2013, Captain Phillips et Gravity avaient été nommés au meilleur montage. C'est Gravity qui l'avait reçu, certes, mais lors de la cérémonie dédiée aux monteurs, eh bien c'est Paul Greengrass et Captain Phillips qui ont reçu le prix du meilleur montage. Et c'est un montage très dense, très compliqué. C'est très compliqué aussi de faire passer une scène en caméra portée avec une scène qui est super lisse et tout ça. Je vous avais fait une petite analyse de London to Brighton, qui est un film en caméra portée, comme par hasard, mais qui a une scène très bizarre dans le film, qui est vraiment très différente, et qui a des plans beaucoup plus fixes. Et on peut arriver à tout d'un coup changer d'une caméra portée à une caméra lisse, mais vraiment il faut pas que ça se fasse dans la même scène. Donc là, je trouve qu'il y a vraiment une cohérence, c'est un montage très différent, beaucoup plus dense bien sûr que le premier, avec des coupes rapides. On joue sur un montage qui crée une confusion pour brouiller les pistes, les valeurs, les repères du personnage, tout en étant un montage invisible, mais dopé en fait. C'est-à-dire qu'on a les mêmes réflexes, les raccords de regard, les mouvements, les directions, tout ça on l'a, mais c'est complètement dopé. Et c'est dopé avec des espèces de court-circuitage. On a beaucoup de zoom et de jump cut dans le zoom. C'est vraiment très impressionnant. Vous regardez un petit peu plus précisément le montage de la première course-poursuite en Inde, quand il y a Jason Bourne et Marie qui sont coursés. Eh bien là, vous voyez des effets de montage et de filmage qui sont assez saisissants et qui vont suivre tout l'épisode et l'épisode suivant. Quand on a commencé avec un certain rythme, il faut continuer à l'alimenter. Il faut nourrir le flux de ces images. Donc le rythme du montage est élevé. Serrage, desserrage du montage, c'est un style de film d'urgence. Le montage n'est pas là pour assurer forcément une continuité. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'ellipses dans ce film, des jump cuts. C'est très hardcore comme montage, avec des zooms violents de tournage. C'est un film qu'il faut voir, je pense, quand on est confirmé. C'est-à-dire que c'est un film où il faut avoir un petit peu de bouteille, en montage, en film. Je parle en termes d'expérience de visionnage, avoir vu des films avant. C'est vrai que si on commence à voir des films d'action en regardant celui-là, ça risque d'être un petit peu dur. Je pense que ce sont aussi des films pour des gens qui ont vécu un petit peu le cinéma déjà. Et j'admire la façon dont il est fait, ainsi que son épisode suivant, parce qu'à chaque fois, je suis pris dedans. C'est dingue. À chaque fois que je les regarde, je suis à nouveau dedans. Il y a beaucoup de montages alternés. On est pris dans une tempête d'images, même pour des choses ridicules. Toutes les occasions sont bonnes. On a un moment où Marie regarde son journal à Bourne, il me semble, c'est au début du film, et Bourne court sur la plage et c'est une montée en alternance, alors que ce sont des actions qui sont plutôt simples. Mais à chaque fois, Greengrass essaye avec son monteur de dynamiser la moindre petite action.
Ne pensez pas que le montage fonctionne de manière incohérente. Non, c'est cohérent, mais dans sa logique. Suivre des espions qui actionnent plus vite que leur ombre serait considérer le spectateur comme l'un d'entre eux, car il serait capable de suivre ce qui se passe, de suivre leur moment. Mais Greenglass refuse ça. Ce n'est pas pour cacher la misère, puisque Damon et les acteurs cascadeurs savent se battre. Ce sont des choix qui sont plutôt forts pour nous créer des camps pour et contre. C'est-à-dire que nous sommes dans le camp de ceux qui ne sont pas des espions. Et on arrive à peine à suivre les actions des espions. Donc c'est complètement logique. Et c'est en cela que c'est un vrai travail en filmage et en montage sur la forme qui correspond au fond, qui suit des règles classiques, des impacts de voiture, voilà, sur 3-4 plans, ça on le connaît très bien dans les films d'action, mais l'aspect brouillon apporte en vrai une vraie fluidité inattendue, presque insolente, une fluidité insolente. C'est une grammaire visuelle agressive. Ne pensez pas que le standard des films d'action, ce sont les films Marvel. Il y a plein d'autres façons de faire du film d'action. Greenglass propose une version qui est assez hardcore et je trouve qui est plutôt efficace. Pour moi, son meilleur film, c'est Green Zone. J'étais à fond dedans et c'est vraiment la même façon de procéder. On n'invente pas tout, bien sûr. Des réalisateurs ont déjà utilisé cette caméra pour le film d'action. J'avais lu une critique qui faisait un parallèle avec Die Hard, Une journée en enfer. C'est filmé au plus près, en caméra portée, mais c'est monté moins serré. Ici, c'est beaucoup plus cut. C'est un style que Greenglass maîtrise. Et le pauvre Liman, il s'est bien rendu compte que le style de Greenglass était plus efficace que le sien. La preuve, il a essayé de se la jouer Greenglass avec une caméra portée dans Fair Game. Ça a plus démoli le film qu'autre chose, puisque la photo, c'est lui qui s'en est occupé. Il y a une musique de John Powell, bien sûr, qui a aussi signé les compositions de Greenglass sur les films suivants. Mais ça donne en fait un film quelconque, Fair Game. Donc c'est un film avec Sean Penn et Naomi Watts, qui sont tous les deux super bien dans le film, mais c'est plus un film de dialogue, il n'y a aucune logique de flux, très peu, en tout cas c'est pas montré par la mise en scène. Oui, il y a une logique d'information, mais Greenglass a une façon de le faire qui est beaucoup plus efficace que Liman, qui justement essaye de se réapproprier le style de Greenglass, mais il n'y arrive jamais, tout simplement. C'est un film qui, à ce que j'ai lu, n'a pas vraiment d'effet par ordinateur. C'est de l'ordre d'oiseaux ou d'herbes hautes, comme dans le premier, certainement. La scène course-poursuite finale à Moscou, elle n'a rien à voir avec celle de Paris, dans le premier. Ici, c'est vraiment ouf. Elle est superbe et la musique n'est pas une espèce de musique générique. Ici, on a une vraie musique de film pour la course-poursuite. Il y a du suspense quand ils sont dans le tunnel, c'est assez haletant, alors que c'est le moment justement où le montage est le plus dur à suivre. Mais c'est là où on accélère à un tel point parce que les espions doivent mettre tellement d'énergie et de compétences à rude épreuve, donc c'est le moment où le spectateur peut, le moins voir ce qui se passe en quelque sorte, parce que c'est là où les espions sont les plus rapides dans les exécutions à faire. C'est vraiment assez spécial la scène de course-poursuite à Moscou. Moi j'ai beaucoup aimé. De l'action qui te prend et on se décolle pas de son siège. Avec Green Zone et Captain Phillips, j'étais aussi à fond, ainsi qu'une musique vraiment très bien de John Powell, une vraie musique de film pour les scènes de course-poursuite. Là où Liman avait une musique à la Paul Oakenfold dessus, assez affreuse, on dirait qu'il en avait rien à foutre, et c'était le cas puisque, je vous le rappelle, la course-poursuite à Paris était filmée par son second, le réalisateur de seconde équipe. Et pour terminer avant la conclusion, selon un article de 2008 du Guardian, 2 semaines avant la sortie du film, Matt Damon et Paul Greenglass tournèrent une nouvelle fin qui leur coûterait $200,000. Ça faisait une meilleure fin, je ne sais pas, les tests l'ont prouvé, c'est sûrement la fin où Bourne venait s'excuser auprès de la fille du couple assassiné. L'acteur était sorti pendant le tournage de Ocean's 12 pour le reshoot. Il y a eu quelques personnes qui ont pensé que la suite tombait entre de mauvaises mains. Avec Greenglass, bien sûr, ils auraient souhaité quelqu'un comme Michael Mann, qui n'est franchement pas un mauvais choix. Michael Mann aurait très bien fait le boulot également, je pense. Mais il n'y aurait pas eu cette logique de flux. Ça, je pense que Greenglass a vraiment quelque chose. Je trouve par exemple que
montrer le flux. Greengrass le fait mieux avec les Bournes que Michael Mann le fait avec Black Cat. Bien sûr, Black Cat ne se destine pas forcément à être aussi vif sur ce thème-là, mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose que Greengrass a essayé de faire. C'est très compliqué pour moi d'essayer d'être clair dans la critique avec cette logique de flux d'images à l'intérieur et à l'extérieur du film, mais je crois que c'est vraiment une particularité qu'il a su peaufiner avec le temps, puisqu'à chaque fois on a les télécommunications qui sont très importantes dans ces films-là. Et vous le voyez dans tous les films de Paul Greengrass, dès qu'il a commencé à faire des œuvres un peu plus hollywoodiennes, Vol 93, c'est que une logique de flux entre les gens dans l'avion, la tour de contrôle, les terroristes, il y a une vraie logique de flux, les Jason Bourne, Green Zone, c'est que ça, entre les soldats sur le terrain, les gens au centre de commandement, les différents camps, la CIA, il y a vraiment une logique de flux et d'information. De savoir, bien sûr, le savoir et le regard. Le savoir est une arme et le regard c'est l'action. Voilà, c'est vraiment le principe de Paul Greengrass. Quand vous voyez Captain Phillips, on est aussi là-dedans, bien sûr. Donc c'est vraiment, il y a les thèmes qu'on retrouve chez Paul Greengrass. Vous regardez toute sa filmographie, je pense que vous pouvez le sentir. C'est très difficile à nommer, mais je pense qu'il y a une vraie logique de flux derrière ce qu'essaye de faire Paul Greengrass. Et avec The Bourne Supremacy, c'est un véritable coup de tonnerre dans le paysage du cinéma d'action. Il offre à la série Jason Bourne son identité visuelle. Là où Liman, on ne savait pas trop ce que c'était, et le troisième opus est très très fort et achève une trilogie très très bonne, souvent oubliée par beaucoup de gens, mais c'est une trilogie importante des années 2000. C'est peut-être bien éloigné du roman, mais c'est plus proche de notre temps. Il rafraîchit The Bourne Identity, je trouve. On le regarde là aujourd'hui, ça a peu vieilli. Ça a peut-être vieilli dans les grains parce qu'on a d'autres caméras, mais c'est un changement de direction avec le film qui est vraiment dingue et qui, je trouve, est efficace. Je lui mettrai, personnellement, un bon 14,5 sur 20. Ce film confirme le potentiel de la franchise, tout simplement, et nous allons voir la semaine prochaine, avec le 3e opus, comment Paul Greengrass termine sa trilogie et est-ce que le style évolue, est-ce qu'il baisse, est-ce qu'il stagne ou s'affine davantage dans le montage. Je serai peut-être un petit peu moins volubile que dans cette critique-ci. Vraiment, il faudra avoir vu cette critique-ci. Je ne répéterai pas forcément tout ce que j'ai dit ici pour le 3e volet. Donc là, je pense que vous avez vraiment une espèce de bonne vision d'ensemble de ce que je pense vraiment du 2e opus de Greengrass. Moi, je suis un vrai gros fan de Greengrass. Green Zone, pour moi, c'était un peu la révélation de ce réalisateur. J'ai adoré Green Zone. Pour moi, c'est peut-être le meilleur film, je crois, de 2010. En tout cas, c'est dans le... Si je veux faire des tops, c'est pour moi dans le top 5 de 2010. Je vous invite vraiment à redécouvrir cette trilogie de Bourne et surtout le 2e, 3e volet. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour vos commentaires et vos futurs commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, très bon été à vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!